sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Cellier qui vous parle. Heureux de vous retrouver après une pause de 2 semaines. Donc, aujourd'hui, on vous pose la question. Doit-on bannir la cigarette, plus largement parlant, doit-on bannir le tabagisme en copropriété? Alors, c'est la question qu'on pose. Alors, le tabagisme en copropriété est considéré comme une plaie par plusieurs copropriétaires, évidemment, et pour cause, puisque la fumée secondaire migre bien souvent d'une unité à l'autre dans un immeuble, par le fait, bien souvent, encore là, d'une mauvaise compartimentation entre les unités. Alors, il y a des espaces, des interstices dans les plafonds, dans les portes, bref, dans les prises de courant, un peu partout. Et si ça sent le tabac chez vous et que vous ne fumez pas, eh bien, il est clair que cette fumée vient d'ailleurs, vient d'une autre unité et elle entre chez vous. Elle entre insidieusement chez vous. Et cela dit, évidemment, les adeptes du tabagisme qui sont encore 18% au Québec, il y a 18% des gens qui fument encore au Québec, eh bien, là, je vais me faire crucifier après avoir dit ce que je vais dire, mais tout le monde a des droits, y compris les fumeurs. Alors, quand je dis ça, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais les fumeurs n'ont pas le droit d'atteindre ou de polluer ma qualité de vie. » C'est clair aussi que les non-fumeurs ont des droits, évidemment, bien évidemment. On va en discuter tout à l'heure, vous allez voir, c'est pas simple, surtout en copropriété. Le tabagisme, ça suscite énormément de controverses, mais ce n'est pas simple à résoudre. Donc, chaque copropriétaire, ça c'est l'article 1063 du Code civil du Québec qui le dit, chaque copropriétaire dispose de sa fraction. Il use et jouit librement de sa partie privative et des parties communes à la condition de respecter le règlement de l'immeuble et de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble. On va en parler tout à l'heure, évidemment. Est-ce que la loi sur la copropriété permet à un syndicat de bannir le tabagisme tant dans les parties communes que privatives? Vous allez voir encore là, la réponse n'est pas simple. Par ailleurs, est-ce qu'on doit déployer des moyens drastiques, voire radicaux, pour décourager les fumeurs à faire usage du tabagisme, ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt utiliser des méthodes transitoires plus douces qui, semble-t-il, ont leur effet? Il faut comprendre, comme je le disais tout à l'heure, qu'au Québec, il y a encore 18% de fumeurs dans la population. Donc, ces gens ont toutes les misères du monde à cesser de fumer. Donc, leur imposer l'arrêt du tabagisme du jour au lendemain risque d'être catastrophique. C'est comme dire à un alcoolique qu'à partir de dorénavant, comme dirait l'autre, il ne pourra plus boire une seule goutte d'alcool, ou de dire à un dépendant du jeu que les casinos leur seront interdits du jour au lendemain. Alors, évidemment, ce sont des méthodes drastiques, draconiennes, et les chances de réussite en ces circonstances ne sont loin d'être garanties. Hein. Donc, la table est mise pour cette web radio. Alors, je rappelle que cette web radio est une présentation de Gaudreau Assurance, donc une firme de courtage en assurance de dommages qui a développé une grande expertise dans le domaine de la copropriété. Vincent Gaudreau en est le vice-président. Donc, Gaudreau Assurance a trouvé des solutions de remplacement pour plusieurs copropriétés qui avaient perdu leur assureur. Pour être entre bonnes mains en matière d'assurance pour copropriété, faites confiance au cabinet Gaudreau Assurance. Alors, pour en savoir plus, vous allez sur gaudreauassurance.com et vous cliquez sur Entreprise Assurance Immobilier et vous allez tomber sur l'assurance en copropriété. Donc, vous allez ici, particulier, gaudreauassurance.com, particulier, et vous avez une page qui se consacre exclusivement à l'assurance en copropriété. Je vous rappelle également qu'il y a une fiche pratique sur condolégal.com qui traite de notre thématique d'aujourd'hui, bannir la cigarette en copropriété. Est-ce que c'est une chose qu'on devrait faire? Assurément, absolument. Il y a des nuances à apporter, vous allez voir, c'est pas simple. Donc, bannir la cigarette en copropriété, c'est notre question d'aujourd'hui et j'invite les internautes à nous poser toutes les questions qu'ils veulent poser à nos invités, qui se feront un plaisir d'y répondre autant que faire se peut. Alors, donc, n'hésitez pas à répondre, n'hésitez pas à poser vos questions et je suis là pour les relayer à nos invités. Donc, pour parler de tout ça aujourd'hui, je suis avec Dominique Claveau, qui est directrice du Conseil québécois sur le tabac
et la santé. Bonsoir, Dominique. Bonsoir. Avec également Maître Yves Jolicoeur, avocat en droit de la propriété, avocat émérite que vous connaissez bien, qui est un habitué ici de la web radio. Et tout à l'heure, Valérie Couture, qui est gestionnaire de copropriété, se joindra à nous pour compléter le panel qui sera constitué donc de 3 invités. Donc, la première question s'adresse à Dominique Claveau. Dominique, le CQTS, Conseil québécois sur le tabac et la santé, est conscient que le tabagisme est une très mauvaise habitude et qu'il faut en réduire les impacts en convainquant le plus grand nombre d'individus possible d'arrêter de fumer. D'ailleurs, vous avez un programme, je pense, j'ai vu, d'ici 2025, pour ramener la population québécoise de fumeurs à 10% ou quelque chose comme ça. Mais le ressentiment ou la haine ressentie par plusieurs personnes à l'égard des fumeurs ne contribue en rien à faire avancer le débat. Alors, pourriez-vous nous dire pourquoi il vaut mieux préconiser l'approche transitoire plus douce que l'approche draconienne? Hmm. Ben, en fait, vous avez dit le tabagisme, c'est une mauvaise habitude, mais en fait, c'est pas une habitude, c'est vraiment une Une dépendance. dépendance. Puis à partir de ce moment-là, en fait, il faut accompagner le fumeur dans l'accompagner vers la cessation tabagique, mais c'est pas toujours facile. Puis en voulant souvent son domicile, c'est le dernier repère encore où il peut fumer. Donc c'est ça, en voulant trop le restreindre, ben on le stigmatise, puis c'est pas en se sentant stigmatisé, persécuté, qui va réussir à cesser de fumer. Parce que la plupart des fumeurs, si on leur demande est-ce que si c'était à refaire, vous recommenceriez à fumer? La plupart, je pense que répondraient non, puis environ 75% là, désirent arrêter de fumer. Là, donc, Ouais. mais la dépendance à la nicotine, c'est une dépendance qui est très, très forte. Ouais. Effectivement, c'est une dépendance très, très forte. Est-ce qu'on peut, je pense, sans se tromper, comparer cette dépendance à une dépendance à l'alcool, peut-être, ou même une dépendance au jeu Souvent, ou on à toute autre? compare la dépendance à la nicotine à la dépendance à l'héroïne. Là. Ah, OK, oui, Donc, OK. c'est Ah oui, vraiment c'est une fort. dépendance très, très forte. Là. Effectivement. Donc, c'est pas seulement psychologique, c'est physique aussi. Arrêter de fumer pendant les premières semaines, c'est un manque physique et non psychologique, c'est strictement. C'est physique, là. C'est vraiment, il y a des récepteurs pour la nicotine dans le cerveau. Puis souvent, ben, nous, on travaille beaucoup en prévention pour justement que les jeunes ne commencent pas à fumer, mais souvent le cerveau finit de se développer en présence de nicotine, donc c'est encore plus difficile de cesser de fumer. Ouais. Alors, je rappelle que le CQTS, entre 2011 et 2025, a un objectif de faire baisser le taux général du tabagisme au Québec de 21 à 10%. Je ne me trompe pas, Mme Claveau, c'est Oui, bien mais ça? en fait, c'est l'objectif du CQTS, mais c'est aussi l'objectif du gouvernement du Québec là, avec sa stratégie pour un Québec sans tabac. Donc c'est ça, l'objectif, c'est d'atteindre 10% en 2025. C'est un objectif là, qui est ambitieux, mais Est-ce qu'on on peut espère y arriver avec, Oui. avec les mesures qui sont mises en place. Là. Donc, objectif ambitieux, mais somme toute réaliste. Oui, On peut dire ça comme ça. on peut Euh, dire ça. on peut dire ça comme ça. Avant de passer à la prochaine question, Madame Claveau, je vais passer le micro à Maître Jolicoeur parce qu'il y a une question déjà qui apparaît dans le compte Facebook. Bonsoir, tous les copropriétaires de notre simplex, en fait, c'est un commentaire. Tous les copropriétaires de notre siplex fument à l'extérieur sur leur balcon ou terrasse. Le seul inconvénient vécu exceptionnellement est le cannabis, plutôt rare à l'intérieur. Les odeurs de cuisson, de tabagisme, cannabis se propagent dans les aires communes, lobbies, cages d'escalier, mais rarement constatées dans les condos voisins. Heureusement, si c'était le contraire, ce serait un irritant. Mais Jolicoeur, le commentaire ici, pour donner suite à ce commentaire très pertinent, euh, dans plusieurs copropriétés, on sait qu'il y a un problème de compartimentation d'une unité à l'autre ou d'une partie commune à une partie privative. Il y a des migrations d'odeurs. Ça peut être toutes sortes d'odeurs, dont le tabagisme. Je ne me trompe pas quand je dis ça, M. Ducard. Non, pas du tout. Puis le tout s'explique pour des considérants de nature de pressurisation, souvent des corridors et des cages d'escalier. On veut avoir une pression positive pour éviter qu'advenant qu'il y ait un feu,
la fumée qui serait dégagée de l'incendie migre vers les corridors. Donc, on pressurise les corridors. Cette pressurisation-là amène évidemment une poussée de l'air dans les appartements vers l'extérieur, mais parfois d'un appartement à un autre. Donc, le volet mécanique, puis écoutez, sans dire que je suis un expert, c'est souvent ce qui m'était rapporté, c'est que de la façon que les bâtiments sont construits, les codes sont ainsi construits, bien évidemment, ça a une conséquence sur l'émigration de la fumée, mais également des fois des odeurs. Donc, une question aussi de balancer les systèmes. C'est très complexe en tout ce volet-là. Et quand c'est mal calibré, ben, on va avoir encore plus une migration de fumée secondaire d'un appartement à l'autre. Ouais. À partir de quand, Maître Jolicoeur, l'article 1063 s'applique, celui que j'ai lu tout à l'heure, qui dit que chaque copropriétaire dispose de sa fraction. Il use et jouit librement de sa partie privative et des parties communes à la condition de respecter le règlement de l'immeuble et de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Question, est-ce que la fumée secondaire porte atteinte aux droits des autres copropriétaires? Poser la question, s'y répondre. C'est sûr que même la charte prévoit que les gens ont le droit à la vie. Alors, si on part du principe que la fumée secondaire est toxique, ben, quelqu'un pourrait prétendre effectivement que c'est un droit qu'il a, qui est présagé par la Charte des droits et libertés. Évidemment, ce soir, je ne suis pas médecin, je ne suis pas en mesure de vous dire quel est le degré qui peut affecter la santé de voisins. C'est sûr et certain que si quelqu'un fume une fois par mois, j'imagine qu'il n'y aura pas de conséquences sur la vie, la santé des gens, mais je vous dis ça de même sans avoir les diplômes, mais également le savoir requis. Chose certaine, les copropriétaires ont tendance à avoir une certaine tolérance à ce qui se passe sur le voisin, que ce soit pour le bruit et bien d'autres choses. Je vous dirais que les enjeux, on les voit dans les dossiers lorsqu'on est en présence de quelqu'un qui consomme énormément et qui fait en sorte que là, on va vivre des épisodes où la fumée secondaire va migrer chez le voisin. Et le tout est encore plus accentué lorsque les parents vis-à-vis de leurs jeunes enfants sont inquiets des conséquences de cette fumée secondaire sur leurs enfants. Et souvent, ben, si on parle de cigarettes, mais on va parler également de cannabis, ben, ça aussi, c'est un enjeu. Et on a des fois des gens qui sont complètement démunis parce qu'ils se disent, qu'est-ce que je dois choisir? Quitter l'immeuble pour sauvegarder la santé de mes enfants ou poser un geste à l'encontre de mon voisin qui pourtant est super sympathique, mais à partir du moment où je vais l'interpeller en lui disant qu'il faudrait qu'il arrête de fumer, ben, la relation humaine entre les voisins en est affectée. Hein, parce que se dire un bonjour puis un bonsoir, ça va, mais dire, écoute, là, tu fumes trop, puis je suis inquiet pour la santé de mes enfants, ben, souvent les gens vont se sentir attaqués. Donc, c'est un équilibre qui n'est pas facile dans la relation avec ses voisins que d'aborder ces questions alors que la déclaration qui a été émise sur le sujet. Maître Jolicoeur, j'aimerais que vous nous éclairiez, que vous éclairiez nos auditeurs. Il y a quand même déjà eu des réponses de la part de la Cour, du tribunal, dont une décision rendue en 2019. Pourriez-vous nous la commenter un peu, cette décision-là? Oui, ben, des réponses, je veux dire, on pourrait dire une réponse, parce que c'est ça que j'allais dire. Il n'y en a pas eu eu beaucoup. 50, là, non? Ben, c'est ça, effectivement, c'est une décision qui est relativement récente. Souvent, on m'a interpellé sur le site Condo Légal en disant, vous devriez mettre en perspective cette décision-là pour prouver qu'on a le droit d'interdire dans un immeuble, dans les parties privatives, les copropriétaires de fumer. Alors, à plus d'une reprise d'ailleurs qu'on a eu ces commentaires-là sur le site, bien, lorsqu'on lit la décision, on s'aperçoit que c'est un cas vraiment particulier. C'est une situation où il n'y a pas une grande contestation non plus de la part du défendeur. Cependant, il reste quand même que la décision rapporte, il y a un passage relativement intéressant. La juge dit ce qui suit. L'usage de tout produit fumé à l'intérieur de toutes les parties privatives
ainsi qu'à l'intérieur de toutes les parties communes fermées à l'usage exclusif ou non des propriétaires. Donc, on voyait qu'il y avait un enjeu. Et d'ici, le tribunal a considéré que ce règlement ne modifiait en rien la destination de l'immeuble, mais qui s'inscrirait plutôt dans le prolongement de sa destination résidentielle compte tenu d'une déficience d'étanchéité entre les unités d'habitation qui abritent l'immeuble. Alors, ici, la juge Masse, on est dans une situation particulière. L'immeuble comportait des déficiences. Évidemment, si il n'y avait pas eu de problématique de bâti ici et que on avait bien compartimenté la fumée puis il n'y avait pas eu de migration, est-ce qu'on serait légitimé de créer un interdit contre les gens qui fument? Ça ne me semble pas aussi évident que ça. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que le jugement dit il n'existe pas de droit inaliénable à fumer dans son unité pour chaque propriétaire. Au contraire, le droit commun en matière de troubles de voisinage, on parle évidemment des troubles anormaux de voisinage, c'est l'article 976, et la disposition particulière 1063, en l'occurrence, avec les nombreuses autorités judiciaires faisant un lien entre les effets de la fumée secondaire et la santé des personnes qui y sont exposées, et également la Charte des droits et libertés et le droit à la vie, hein, parce que la Charte des droits et libertés, on va la voir tout à l'heure, elle protège la vie et assure l'intégrité des gens. Donc, compte tenu de ce contexte-là, compte tenu que la juge considère dans la société le bannissement de la cigarette et évidemment du cannabis, c'est un enjeu de l'ordre pour la santé publique, ben, elle vient à la conclusion que le syndicat était, en fond, en droit de créer cet interdit-là. Est-ce qu'on peut, dans le fond, appliquer à tous les cas cette décision-là? Imaginons, M. Sellier, qu'on est dans une copropriété dite horizontale. On a des maisons là, hein, qui sont espacées. Est-ce qu'on pourrait interdire aux copropriétaires de fumer? Je pense que poser la question, c'est répondre, c'est non. Alors, il faut y aller cas par cas. Évidemment, lorsqu'on dit, oui, mais on va fumer sur le balcon, ben, dans certains immeubles, fumer sur le balcon, c'est également fumer dans la chambre à coucher du voisin. Parce que le voisin, il sait l'été, la fenêtre est ouverte. Là, à un moment donné, ben, c'est un petit cigare le soir, c'est une cigarette, c'est la pipe. Puis la personne essaie de dormir, plus c'est de la fumée qui rentre. Tu sais, il faut comprendre que le droit de la copropriété, là, c'est un droit qui s'exerce dans une collectivité propriétaire. C'est un droit qui n'est pas aussi absolu que dans d'autres types de propriétés. Je pense que lorsqu'on agit dans une copropriété, il faut s'attendre à ce que cet exercice-là là, se fasse parfois de façon limitée. On sait actuellement que la pandémie, que la chose n'est pas facile. Hein. Le télétravail, là, puis il y a 3-4 dans l'appartement, les jeunes qui travaillent à l'université, puis à un moment donné, là, c'est sûr qu'il y a des gens qui doivent être tentés de fumer, puis fumer, ça compense des fois pour le stress accumulé, c'est un échappatoire. Alors, c'est bien évident que dans des circonstances comme ça, on le vit actuellement dans la pandémie, là, des gens, que ce soit l'alcool, que ce soit le tabac, que les gens compensent. Et lorsque vous devez mettre en œuvre une déclaration de copropriété dans un contexte aussi pointu que celui-là, ça prend du doigté. Ça prend du doigté, puis c'est pas forcément l'approche coercitive qui est la meilleure. C'est souvent l'approche d'essayer d'expliquer à des voisins que oui, ça a une conséquence, c'est plate, puis essayons de trouver le juste équilibre. Mais y en a-t-il un équilibre lorsque les gens prônent pour leur santé? C'est ça qui est la question. Ouais. Dominique Claveau, vous êtes directrice du Conseil québécois sur le tabac et la santé. J'aimerais que vous nous parliez un peu du Conseil, là, que vous nous expliquiez un peu la démarche, l'état d'esprit, la mission, dans un premier temps, Dominique Claveau, du Conseil.
Parfait. Moi, je suis directrice du service de la prévention. En fait, le Conseil québécois sur le tabac et la santé, on a deux grands volets là, qui est la prévention, nos services qu'on va effectuer, entre autres en accompagnant les intervenants en milieu scolaire à prévenir le tabagisme et maintenant le vapotage. Puis on a un autre volet qui est plus J'arrête, où on a le site J'arrête et aussi on est responsable de faire la promotion au Québec de tous les services là, J'arrête qui comprend la ligne J'arrête et les centres d'arrêt du tabac. Puis aussi un autre volet, on a gagné le recours collectif contre les cigarettières. Donc, c'est ça, nous, on s'attaque aux cigarettières et non aux fumeurs. On aide les fumeurs à cesser, mais tout en gardant en tête là, que c'est ça, il y a plus grand qu'eux, les compagnies de tabac qui ont manipulé un peu les données dans l'histoire là, puis qui ont caché la vérité, en fait. Donc, plusieurs personnes sont devenues dépendantes là, de la cigarette. Ouais. Et donc, là, c'est ça, il y a un programme ici. Et d'ailleurs, Majolka me disait qu'il serait avisé de suggérer aux administrateurs de copropriété de suggérer aux administrateurs de copropriété d'envoyer l'hyperlien de ce site web, donc Québec sans tabac.ca, j'arrête. Alors, c'est une méthode, Dominique Laveau, si j'ai bien compris, parce que j'ai regardé sans vraiment, parce qu'il faut, je pense, s'inscrire. Là, si on dit c'est décidé, j'arrête. Là, on peut s'inscrire. Euh, Essentiellement, quelle est la méthode proposée par le Conseil pour amener ces fumeurs qui sont dépendants à mort là, de la cigarette à cesser le tabagisme? Ben, en fait, c'est une méthode qui est un peu basée un peu sur les principes de la pleine conscience. En fait, on va amener le fumeur à se préparer, en fait. Là, on peut se créer son profil même si on n'est pas tout à fait prêt à arrêter de fumer, si on y pense. Donc, il va accompagner le fumeur dans sa démarche de réflexion vers sa décision d'arrêter de fumer. Puis une fois qu'il a décidé, ben, il va l'accompagner aussi en lui faisant réaliser c'est quoi ses déclencheurs. S'il y a une envie de fumer, ben, c'est de l'accepter, cette envie-là, puis comment il peut faire pour la laisser passer, d'accepter les Qu'est-ce qu'il rechutes peut faire, aussi, disons, là. quand il a envie de fumer une cigarette, on lui suggère quoi? De manger des bonbons, je sais pas, d'aller marcher. C'est vrai que aller marcher dehors, c'est risqué ces temps-ci. C'est encore plus risqué que le Avant, tabagisme. avant 8 heures, d'aller marcher avant 8 heures, mais ça peut être des choses comme ça, mais des fois, ça peut être juste de se recentrer sur soi, d'accepter qu'on a ce besoin-là, puis de le laisser passer, OK. de prendre une petite marche dans sa Oui, 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 maison, oui, oui. de prendre un petit break, là, Oui. En fait, donc c'est de laisser l'envie se dissiper, mais ça prend une ouais. certaine force de caractère malgré tout, même si on dit qu'il n'y a pas que la volonté d'arrêter de fumer du jour au lendemain drastiquement. Ça prend quand même une certaine volonté, si je comprends Oui, bien. oui, puis on recommande aussi l'utilisation des aides pharmacologiques là, parce que c'est prouvé que les patchs vont améliorer là, les chances de réussite là, de Ouais. la cessation, Et, là. et est-ce que, bon, parce que vous dites que l'objectif, c'est de ramener le pourcentage de fumeurs au Québec à 10% en 2025. Est-ce que vous voyez une évolution et est-ce que jusqu'à présent, vous voyez ce pourcentage baisser graduellement? Est-ce qu'on voit des résultats? Ben oui, d'année en année, là, les pourcentages de fumeurs ont baissé. C'est sûr qu'il y a encore des choses, des choses à faire, là, mais au début des années 90, on était plus autour là, de 30%. Fait qu'on a instauré des lois. C'est sûr que la restriction de fumer dans les restaurants, les bars, a amené des gens à dire, bon, ben là, moi, je vais cesser de fumer, ça devient plus compliqué. Ensuite,
C'est ça, tous les programmes d'aide à l'association, la prévention aussi. On a moins de jeunes là, qui s'initient au tabagisme. Donc, en jouant un peu sur tous les fronts, là, on réussit à baisser. Mais au Québec, on est encore la province là, au Canada qui a les taxes sur les produits du tabac les plus faibles. Donc, c'est ici où ça coûte moins cher s'acheter un paquet de cigarettes. Donc, c'est sûr que augmenter les prix, ça a un effet dissuasif là, sur l'initiation au tabagisme, mais aussi certains fumeurs décident d'arrêter de fumer. Là. Alors, mesdames, messieurs, évidemment, si le pourcentage de fumeurs baisse au Québec, bien, incidemment, le pourcentage de fumeurs dans les copropriétés va suivre la logique, hein, la logique mathématique. Mais bon, on a encore du travail à faire. Maître Jolicoeur, des questions de la part de nos auditeurs. Quelle est la marche à suivre afin d'interdire la cigarette dans une copropriété? Faut-il tout simplement faire voter le sujet en assemblée? Mais je pense que non, hein, c'est plus compliqué que ça, Maître Jolicoeur. C'est sûr qu'il va falloir préparer en amont les copropriétaires à une décision de ce type-là parce que le choc risque d'être brutal pour un conseil d'administration d'arriver avec un projet d'amendement à déclaration où on interdit totalement de fumer dans les parties privatives. Pour l'instant, ce qu'on voit fréquemment, c'est des modifications à la déclaration pour bannir, dans le fond, le droit de fumer dans les parties communes, que ce soit les parties communes fermées ou ouvertes, les balcons, en bordure de la piscine, etc. Je vous dirais que c'est rendu pas mal un standard dans les copropriétés, indépendamment de la loi là, qui interdit de fumer dans les aires communes. C'est plus aujourd'hui un sujet. Des assemblées copropriétaires, comme j'ai déjà vu, où des gens fumaient, une assemblée copropriétaire fournissait des cendriers, là, c'est même plus pensable. Moi, je me souviens très bien, lorsqu'on a interdit de fumer dans les tours à bureaux, j'avais un des associés, là, je pense qu'on y arrachait le cœur. Ouais. On avait des très beaux cendriers, par contre, à l'époque, dans nos salles. Mais tout ça est parti. Finalement, les cendriers ont servi de plat à bonbons. Alors, il y a eu une évolution qui s'est faite dans les mentalités. Alors, je pense que dans les copropriétés, la première étape, si ce n'est pas déjà fait, ce serait d'interdire dans les parties communes. La deuxième étape, ce serait de se poser, est-ce que l'interdit dans les parties privatives est justifié? Est-ce qu'on a des cas actuellement chez nos copropriétaires qui font en sorte qu'il y a de la fumée secondaire qui migre d'un appartement à l'autre? Si c'est le cas, bien souvent, moi, ce que je dis aux gens avant de créer un interdit dans les parties privatives, ce serait de voir si on ne peut pas rééquilibrer la ventilation, voir s'il n'y a pas une déficience dans les parties communes qui pourrait être corrigée avant de poser le geste. Parce qu'il faut quand même se préparer à une assemblée copropriétaire. On va avoir des gens qui fument. C'est de leur dernier rempart. Laissez-moi tranquille un peu. Puis, il faut être en mesure de leur dire, oui, mais ici, à notre immeuble, malheureusement, on a un bâtiment de 1880 qui a été transformé en copropriété. C'est une passoire. T'sais. Alors, dans certains immeubles, on ne peut pas assurer une étanchéité d'un appartement à un autre. Déjà, en matière acoustique, c'est déjà difficile. Puis, donc, il va falloir, comme conseil d'administration, avoir fait un peu la démarche, voir si on peut procéder à des travaux quelconques pour limiter cette migration. Et si la réponse est non, et qu'on veut passer à un interdit total de la cigarette de fumée plutôt dans les parties privatives, bien, le conseil d'administration déposera à ce moment-là un acte d'amendement de déclaration de copropriété pour créer un interdit et créer éventuellement une clause pénale, des sanctions, des amendes pour pouvoir sanctionner ceux qui fument. Est-ce que ça va se faire facilement, sans contestation? Il faut savoir dans un premier temps que la loi a été récemment changée et les copropriétaires ont maintenant 90 jours pour attaquer en justice les décisions prises par l'Assemblée copropriétaire. Certains pourraient dire à ce moment-là que c'est une décision qui a été faite au mépris de ses droits. Hein, c'est ce que la 1103 dit dans le Code civil du Québec. Évidemment, la ligne de contre-attaque va dire oui, vous aviez peut-être des droits, mais les droits collectifs ont préséance sur le vôtre, monsieur, parce que vous avez une habitude, vous fumez tellement que, indépendamment du système, ça maigre. Alors, il risque d'y avoir un débat. On essaie, dans la mesure du possible, de ne pas faire ces débats dans les copropriétés. On m'a déjà posé la question, est-ce qu'on pourrait avoir une copropriété
de non-fumeurs, est-ce que ça pourrait être prévu dans la déclaration de copropriété dès le début du projet? Ouais. La réponse est oui. C'est évident que si la déclaration le prévoit dès la journée 1, ce n'est pas un enjeu. Est-ce qu'un promoteur immobilier aurait le courage aujourd'hui, en 2021, de réduire son bassin d'acheteurs en mettant de côté les fumeurs? Ça, je ne suis pas sûr. Vous savez, quand vous êtes un promoteur immobilier, là, votre travail, c'est de vendre des unités, peu importe ce qu'ils vont faire dans leur appartement. Alors, le promoteur ne se privera pas, il va exploiter toutes les possibilités, incluant celle des fumeurs. Mais, Oui. Jolicoeur, il reste qu'il y a quand même une grande majorité de Québécois qui ne fument plus. Alors, on pourrait se demander si les promoteurs, si c'est vraiment un risque pour un promoteur de construire un projet en copropriété divise sans fumeurs. Mais bon, évidemment, la question demeure entière. Dominique Laveau, au Conseil québécois sur le tabac et la santé, on a des données sur la fumée secondaire et les effets sur les enfants et les adultes. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Bien, en fait, c'est sûr que la fumée secondaire, c'est la même fumée. Il y a quand même là, 7000 substances chimiques qui est présentes là, dans la fumée secondaire. Là, on parle d'ammoniac, d'arsenic, de benzène, de goudron, là, un peu comme dans la fumée qui est inhalée par le fumeur. Mais c'est ça. Puis c'est sûr que pour l'enfant, les risques sont plus grands que pour l'adulte. Son système, il respire plus vite, son système respiratoire est moins bien formé. Donc c'est ça, c'est sûr que... Mais tout à l'heure, Maître Jolicoeur en a glissé un mot. C'est sûr que c'est toujours par rapport à l'exposition versus si on est peu exposé, c'est sûr que dans un appartement où on est exposé un peu à la fumée secondaire du voisin, on n'a pas les mêmes données, on n'a pas la même exposition que les personnes qui étaient dans des bars puis qui fumaient, qui étaient exposées à la fumée secondaire. Oui, effectivement. Donc, il y a la fumée secondaire a autant de nocivité que la fumée première, si on veut, là, celle que les fumeurs inhalent directement, évidemment. Euh, pour, euh, pour continuer sur ce que M. Jolicoeur disait tout à l'heure, une auditrice nous a dit, nous avons voté un règlement avec une clause grand-père pour fumeurs et ça a été adopté par tous. Donc, M. Jolicoeur, la clause grand-père, corrigez-moi si je me trompe, elle dit que ceux qui fument conservent leur droit de fumer, mais dès qu'ils vendent, les futurs acheteurs ne pourront plus fumer. C'est bien ça? Oui. En fait, c'est une approche pour garder la paix sociale dans un immeuble pour pas, dans le fond, ostratiser celui qui fume. La seule chose que celui qui fume, il faut qu'il comprenne, c'est que la journée, il va vendre, ben, son futur acheteur va être pris avec une déclaration de copropriété qui limitera les droits. Donc, voilà. on l'a vu, ce genre de clause-là, pour la cigarette, la fumée, la cigarette ou le cannabis. On le voit également sur les chiens. Il y a des copropriétés où on a interdit la présence de chiens. Puis on s'est dit, ben, ceux qui en ont, on va leur laisser. Puis quand ils y vendront ou quand le chien va mourir, ben, il n'y en aura pas d'autres. Il y a toutes sortes d'approches à un moment donné pour essayer de trouver ce que j'appellerais une paix sociale dans une copropriété parce que la dernière chose qu'on veut dans une copropriété, c'est que ce soit un champ de bataille, là. Puis les gens sont plus capables de se voir dans le corridor, puis ils magasinent des avocats pour pouvoir faire des procès l'un contre l'autre. Alors, je pense qu'effectivement, c'est une approche qui est très constructive, mais qui ne réglera pas la problématique de la fumée secondaire, parce que si la personne et qui on laisse ce droit-là a tendance à fumer énormément, ça n'empêcherait pas un voisin de l'unité adjacente d'invoquer ce qu'on appelle dans le jargon juridique le trouble anormal de voisinage. Ouais. Parce que dans le fond, le degré d'analyse du tribunal, s'agit-il d'un trouble normal de voisinage? Hein? Vous savez, on doit tolérer les troubles normaux de voisinage, les situations où on a des gens qui font de la musique, ainsi de suite, c'est normal, on est en ville. Mais lorsqu'on est en présence
de troubles anormaux, à ce moment-là, le tribunal peut sanctionner, puis ça pourrait malgré tout être un cas de faire une sanction. Il y a une autre question pour vous, Majolika. 2 balcons divisés par seulement une vitre et des ouvertures en haut et en bas de 12 cm environ. La fumée passe et l'odeur est désagréable. Y a-t-il un recours possible? Oui, bien, il y a toujours des recours possibles. Je vous dirais que, quant à moi, la cigarette dans les aires communes, dans les parties communes, devrait être interdite là, parce que ça devient ingérable. C'est la même chose pour les barbecues aussi. Hein. Il y en a qui disent, oui, mais imaginez là, quand quelqu'un décide de faire cuire des boulettes de steak un peu graisseuses, excusez-moi l'expression, ça va en dégager de la fumée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on décide de vivre dans un logement collectif, puis le voisin, là, il est en droit d'avoir une certaine paix au point de vue de ce type de fumée-là. Donc, ce que je recommande souvent à mes clients dans les copropriétés divises, c'est d'écrire un interdit dans toutes les aires communes, dans toutes les parties communes, puis ça règle le problème. Ouais. Donc, Majolika, il y en existe des copropriétés au Québec où le tabagisme est banni autant dans les parties communes fermées, ouvertes, que les parties privatives. Il y en a. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a plus, est-ce qu'il y en aurait plus qui interdisent le cannabis dans les parties privatives communes et privatives, vous Oui, diriez? bien, le cannabis, comme j'ai mentionné à un moment où c'était un acte criminel, hein, lorsque c'était criminalisé le fait de Ouais. fumer du cannabis, beaucoup de syndicats de copropriétaires ont passé des modifications, adopté des modifications pour interdire de fumer du cannabis, d'en faire pousser aussi du cannabis dans les parties privatives parce que il y a un autre problème, il y a un autre enjeu aussi dans dans la question de l'humidité et les odeurs qui sont dégagées par les plantations de cannabis. Donc, aujourd'hui, je vous dirais que de nombreuses copropriétés ont créé un interdit formel de fumer et de faire croître de la marijuana dans les parties privatives. Bonsoir Valérie Couture qui vient de se joindre à nous. Vous allez bien? Bonsoir. Ça va très bien. Désolée, j'avais une assemblée, donc je suis au poste. Alors voilà, donc Valérie Couture qui est gestionnaire de copropriété et fondatrice de la firme Condo Stratégie. Rebonsoir. Et justement, c'était votre tour, là. J'avais une question pour vous, Valérie. Alors, vous arrivez dans le feu de l'action. Valérie Couture, dans les copropriétés que vous gérez, il doit y avoir des problèmes liés au tabagisme. Parlez-nous-en un petit peu. En fait, j'écoutais Maître Jolicoeur et Dominique tantôt parler entre deux. Et écoutez, je pense que c'est un problème dans 50% des copropriétés, dans lequel cas, ce n'est pas une quantité énorme, mais souvent l'unité problématique, parce que c'est celle qui va déranger les gens, va amener énormément de désagréments aux copropriétaires environnants. Alors, oui, c'est quelque chose qu'on rencontre de plus en plus souvent. Les gens sont de moins en moins tolérants aussi parce que, bon, la mode a diminué, etc., etc. Donc, on a beau essayer de tenter de trouver des solutions pour minimiser l'impact chez les autres copropriétaires, ce n'est pas une simple chose. Effectivement, ce n'est pas une simple chose. Mais est-ce que, Valérie, vous avez, par exemple, des cas de troubles de voisinage ou des cas d'agressivité extrême parce que certains propriétaires en ont assez de subir la fumée secondaire des autres et devant l'inaction des administrateurs ou devant l'impossibilité d'agir, ben, finalement, deviennent hors d'eux. Une personne devient hors d'elle-même parce que c'est une situation qui peut rendre abruti, là, non? Bien, c'est sûr que c'est jamais assez vite quand on est incommodé dans une situation comme celle-là. Souvent, pas tout le temps, mais parfois, ça va arriver que les gens toléraient une situation, mais là, la maman vient d'accoucher, ils ont un nouveau bébé. Là, ça les inquiète énormément que le bébé, ils arrivent dans leur chambre, puis ils sentent un petit peu la cigarette, je les comprends, là. Donc, ces gens-là, pour donner cet exemple-là, sont très, très impatients d'avoir des résultats. Et ce n'est pas le genre de situation, Maître Jolicoeur pourra sûrement le dire, c'est souvent des situations qui vont se rendre avec des dossiers litigieux parce qu'il n'y a pas de moyen d'arriver rapidement à une solution.
Fait qu'on va passer tout de suite, rapidement, avec les lettres qui doivent dire au copropriétaire, tu nuis. Après ça, non, je ne nuis pas. La mesure de tout ça, ça devient complexe pour le syndicat à gérer et ça ne donne pas de résultats rapides. Oui, effectivement. Ce n'est pas évident. On nage dans une zone grise. Ça ressemble à la couleur de la fumée, d'ailleurs, c'est gris. Mais Jolika, j'ai une question pour vous de la part d'un auditeur. Bonne question, une question pertinente. Est-ce que les administrateurs pourraient obliger le copropriétaire qui loue son condo à un locataire à inscrire dans le bail une clause interdisant la cigarette ou le tabagisme? Non, on ne peut pas interférer dans la relation entre le locateur, copropriétaire et le futur locataire. Si on veut créer une règle, elle doit être universelle, autant pour les copropriétaires que les locataires. Donc, c'est dans le règlement d'immeuble qu'il va falloir créer cet interdit-là. Il va falloir que ce soit voté par l'Assemblée des copropriétaires et il va falloir remettre également au locataire copie du règlement d'immeuble pour qu'il lui soit opposable. Alors, donc, on n'a pas à s'immiscer, je répète, on n'a pas à s'immiscer dans cette relation-là. Mais le copropriétaire pourrait, lui, de son propre chef, décider que s'il ne fume pas, son locataire ne fumera pas non plus dans l'appartement. Dans le bail, c'est prévu à l'origine, puis c'est assez fréquent. Là, les gens qui louent ne veulent pas avoir de gens qui fument parce que ça crée des odeurs. La peinture est imprégnée par la cigarette. Dans des cas où on fume beaucoup, alors, effectivement, le locateur est légitimé de le faire. Dominique Claveau, est-ce que, bon, parce que vous travaillez dans un milieu où vous faites des affaires de près ou de loin avec des fumeurs, évidemment, qui veulent cesser de fumer ou qui entreprennent des démarches en vue d'éventuellement rompre avec le tabagisme. Est-ce que parmi ces personnes, plusieurs vous disent, écoutez, je veux arrêter de fumer d'abord pour ma santé, mais aussi parce que je me sens exclu de la société, je me sens ostracisé, je suis devenu un paria, une personne que l'on prend plaisir à rejeter. Ben oui, c'est sûr que ça arrive souvent. Puis chez les fumeurs qui ont réussi à arrêter de fumer, c'est une de leur fierté. Puis quelque chose qu'ils aiment maintenant, ils peuvent être comme tout le monde. Ils n'ont plus besoin de se cacher un peu pour fumer. Puis c'est pour ça que quand on a voté les lois pour interdire de fumer dans les restaurants, ben c'est là qu'on a eu, dans les milieux de travail aussi, il faut se rappeler qu'à une époque, on pouvait fumer dans les milieux de travail. Donc, quand ces lois-là ont été votées, c'est sûr que les fumeurs se sont sentis un peu pris, puis on dit, bon, ben moi, je trouve ça trop compliqué, je vais arrêter de fumer alors. Parce qu'il y a des gens, c'est bête à dire, mais il y a aussi des gens qui ont dû se dire ou qui se disent, ben, d'ailleurs, c'est ce qu'on véhicule, les messages sont contre la cigarette, disent que fumer, ce n'est plus à la mode, c'est out, c'est quelque chose de démodé qui est désuet. On joue sur tous les tableaux, en fait, pour convaincre les gens d'arrêter de fumer. Mais Jolika, une autre question. Bon, évidemment, la réponse risque d'être, si c'est interdit dans les parties communes fermées, eh bien, on ne peut pas fumer. Quelqu'un qui fume dans un stationnement souterrain, qu'en est-il? Généralement, le stationnement souterrain, c'est une partie commune, donc c'est fermé. Et évidemment, là, le syndicat doit sanctionner là, parce que on sait que les systèmes de ventilation sont puissants pour sortir les monoxydes de carbone, mais pas forcément pour la cigarette. Que ce soit dans un garage, que ce soit dans un hall d'entrée, etc. Si c'est interdit, c'est interdit. Puis s'il y a des pénalités, il y a des pénalités. Mais tu sais, il reste quand même une chose qu'il faut retenir, la copropriété, ce n'est pas un État policier. Il faut juste comprendre qu'est-ce que c'est. Avant toute chose, on va mettre ça en perspective, ce sont des bénévoles, ce sont des administrateurs qui se sont présentés, qui ont levé la main un soir, sachant pas trop qu'est-ce qui leur arrivé, qui doivent mettre souvent en œuvre une déclaration de copropriété puis des amendes. Il n'y a rien de plus désagréable que de commencer à jouer à la police dans le corridor en disant, tiens, je vais te donner un billet, là, 200 $ parce qu'on t'a pris à fumer. Bon, c'est sûr que ça ne marche pas. Puis,
Valérie, elle est gestionnaire, puis souvent, c'est son rôle, c'est de mettre en œuvre les déclarations de copropriété. C'est pas plus agréable que de jouer à la police avec les copropriétaires. Donc, tu sais, je reviens un peu avec l'approche de Québec sans tabac, c'est simplement d'essayer d'amener les gens à comprendre le pourquoi que de fumer, ça a des conséquences, puis de pas jouer à la police, parce que si on commence à jouer à la police, le climat social va rapidement se détériorer dans l'immeuble. On va commencer par une cigarette, après ça, ça va être un sac de vidange, après ça, ça va être ci, ça va être ça. Puis à un moment donné, si ce n'est pas des coups, là, ça ne sera pas loin de ça. Il n'y a pas de police dans les condos. Là. On n'a pas un système de police pour les administrateurs. Donc, je vous dirais, là, qu'avant toute chose, c'est de la communication et de la communication. Ça peut être des bulletins, ça peut être des bulletins envoyés aux copropriétaires en disant, bien, ici, on a une aire commune fermée, là, puis si les gens fument, là, bien, ça se peut que le syndicat soit sanctionné. Il y a des amendes là, qu'on peut nous donner. En plus, nous, on peut donner des amendes aux propriétaires. Puis en plus, on affecte la santé de tout le monde. Je pense que c'est de la communication, puis aussi d'expliquer que c'est de la santé dont on parle. Ce n'est pas un jeu. Là, tout le monde parle du COVID. Là, on en est bien sensible des conséquences aujourd'hui. Mais le tabac, là, ce n'est pas une pandémie. C'est depuis des centaines d'années que ça existe, cette problématique. Ça ne disparaîtra pas demain matin, ça. Valérie Couture, on va espérer que la COVID va disparaître demain matin. Peut-être pas demain matin, mais après demain matin. J'ai écouté ça nouvelle ce soir. C'est demain matin, c'est fini. Là. Tout le monde va se réveiller, ça va être fini. Oui, c'est ça. Arrête par pas avant COVID, sinon on est mal pris. Là. Ouais. De toute façon, la COVID, c'était un poisson d'avril, ça. Hein? Bon, on sait que c'était ça. Valérie Couture, parce que vous êtes gestionnaire de copropriété, et on sait qu'un gestionnaire agit un peu comme le tampon entre le conseil d'administration et les copropriétaires. Alors, question, Valérie, vous avez sans doute, est-ce que vous avez dû appliquer la clause pénale et distribuer des amendes pour des fumeurs délinquants? Si oui, ça se passe comment? Ben, oui, pour répondre à ta question, c'est clairement oui. Ça se passe jamais tellement bien. Donc, mais effectivement, Maître Jolicoeur l'a dit, quand c'est des administrateurs bénévoles qui débarrent leurs portes à côté de la personne peut-être fautive, vous comprendrez que ça, c'est tellement délicat et désagréable. Moi, si j'étais en copropriété, j'aurais de la misère à être sur un conseil d'administration justement parce que ces gens-là sont dans la maison, puis ils sont obligés de faire face des fois à des gens qui ne comprennent pas ou des gens qui sont carrément désagréables. Fait que la cigarette, c'est pas le fun, mais on a aussi beaucoup de désagréments, pas juste de la fumée. Écoutez, on a beaucoup de plaintes et qu'on envoie des mémos aux copropriétaires, des amendes pour des gens dans des tours qui fument sur les balcons puis jettent ça en bas, le mégot. Mais là, le temps qu'il se rende en bas, bien, des fois, il atterrit sur la chaise de patio de la dame du troisième plus bas. Des fois, c'est l'auvent qui a été abîmé. Tout ça. Il y a du dommage qui est fait aussi par des fois des mauvais agissements. Je veux dire, j'empêche pas les gens de fumer, mais il faut quand même que quand tu es fumeur, tu ne jettes pas ça en bas du 12e. Là. Il peut arriver bien des choses. D'ailleurs, dans une émission récente à La Facture, où on relatait l'histoire d'une copropriété, d'une réclamation qui a traîné, on disait que l'incendie avait été causé par un mégot de cigarette déposé dans un pot de fleurs. Alors donc, lancez vos mégots, pensez-y avant de Madame, Monsieur Fumeur. Comment? Les 3 syndicats qui ont les boîtes à fleurs sur les terrasses ont pris en feu. Monsieur Sallier, c'est très fréquent. Moi, j'ai un dossier où on a une perte de près de 150 000 causée par un mégot de cigarette dans une boîte à fleurs. Et là, on parle d'encombrement des balcons, puis des boîtes à fleurs empilées, etc. Puis écoutez, là, c'est une situation qui, effectivement, peut occasionner des dommages, sans compter s'il y a une bonbonne à gaz de barbecue juste à côté. Vous avez tout pour avoir
Tout à fait. Donc, la cigarette, c'est dangereux pour la santé, mais dangereux aussi pour le feu et par conséquent pour la santé d'un nombre croissant d'individus dans une copropriété. Et s'il y a un incendie, par exemple, il va même y avoir des morts. Là. Dominique Claveau, bon, là, on tape un peu sur la tête des fumeurs. Là. Bon, les gens ont tendance à le faire, les non-fumeurs ont tendance à le faire, mais on revient aussi à la mission, hein, du Conseil québécois sur le tabac et la santé, qui est d'inciter les fumeurs à cesser de fumer en préconisant des méthodes plus transitoires, plus modérées. Est-ce que dans les témoignages que vous entendez de fumeurs, bien des gens, est-ce que les gens vous disent, écoutez, j'essaie d'arrêter, j'ai tout essayé, je suis incapable, je suis impuissant devant cette dépendance qui me contrôle. C'est comme une camisole de force de l'âme pour moi. Est-ce que vous avez des commentaires de détresse qui ressemblent à ça? Oui, c'est sûr que c'est vraiment difficile. Puis en moyenne, un fumeur là, peut prendre jusqu'à 7 tentatives pour arrêter de fumer, mais ça peut aller à 20 à 30 tentatives. En fait, ce qu'on dit, c'est pas arrêter, d'essayer d'arrêter. Donc, c'est ça, mais c'est sûr que ça peut être décourageant pour un fumeur, mais justement, c'est pas que si le fumeur a recommencé à fumer, c'est pas une fin en soi, là, il peut toujours recommencer à arrêter de fumer et de recommencer une autre tentative, d'aller chercher de l'aide aussi. Nous, on a le site, mais il y a quand même aussi la ligne J'arrête avec qui il peut parler, les centres d'arrêt du tabac avec qui, en période de non-pandémie, il peut avoir un counseling. Là, donc, le pharmacien aussi qui peut prescrire des aides pharmacologiques. Là, donc, il y a toujours moyen de trouver le bon moment et le bon outil pour arrêter. Valérie Couture, est-ce que dans une copropriété, vous pourriez, en tant que gestionnaire, peut-être que vous le faites déjà, vous saurez me le dire, comment dirais-je, déployer des stratégies ou est-ce qu'il y a des campagnes qui peuvent être lancées en copropriété pour inviter les fumeurs à cesser de fumer? Parce que fumer, la plupart des fumeurs sont pris avec le problème et souhaiteraient arrêter de fumer. Est-ce qu'on peut penser dans une copropriété en tant que gestionnaire à suggérer aux administrateurs une campagne de sensibilisation contre le tabagisme? Écoute, la cause est noble, mais le temps manque parce qu'on est souvent obligé de faire des retours sur des amendes pour des non-respects de règlement. Mais oui, ce serait. Et moi, je sens qu'on a un regain cette année. Je vous dirais, là, depuis 1 an et demi, c'est un peu plus particulier. Je ne peux pas faire de lien avec la COVID, mais les gens sont plus à la maison. Donc, si c'est un fumeur, ça aussi, ça a un impact peut-être assez direct, mais les syndicats de copropriété ne sont pas rendus là, sont plus rendus à l'extrême. Ça nous nuit, on veut passer un règlement, on veut s'en partir. Il y a une certaine forme d'intolérance. Il y a quand même beaucoup d'intolérance. Oui. On peut comprendre, dans une certaine mesure, on peut comprendre, parce que la fumée de cigarette, évidemment, la fumée secondaire, ça ne sent pas bon. Ceux qui ne fument pas, eh bien, ne peuvent que s'acclimater difficilement à un environnement en fumée, là, si on veut. Medja Licard, dans l'hypothèse où une copropriété voudrait interdire le tabagisme, tant dans les parties communes que les parties privatives, quel vote ça prend? En termes de majorité, là. En fait, c'est une modification au règlement d'immeuble, qui est la deuxième partie de la déclaration de copropriété. Donc, on parle d'une majorité absolue, 50 plus 1 des copropriétaires présents représentés à l'Assemblée. Alors, dès que vous avez le quorum, vous faites un décompte. Alors, imaginez qu'on a un quorum à 62 % des gens présents représentés. Bien, à ce moment-là, ça prendrait une résolution qui obtient 32 %, donc 31 plus 1 %, ou 31,5 %, tout dépendant de quelle façon a été établi les codes-parts pour que la résolution soit adoptée. Je vous dirais que ce n'est pas tellement la difficulté de faire voter une telle modification au règlement d'immeuble. L'important, c'est de faire un acte de modification de qualité. Parce qu'un règlement fait maison pour interdire la fumée à cigarette, il y a de fortes chances qu'on ait
faire le débat au tribunal avec. Il faut être conscient là, que ce n'est pas comme un règlement pour les heures de stationnement dans les aires communes ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui risque de faire un débat au tribunal. Donc, je recommande fortement qu'un notaire ou un avocat expérimenté en droit de la propriété le rédige. Oui, le règlement. Le règlement. Mais donc, ça prend la majorité absolue, ça veut dire 50% plus 1. Oui. Et on peut interdire la cigarette dans les parties communes et privatives. Oui. OK. Mais bon, en théorie, ça semble facile, mais en pratique, c'est autre chose. Hein? Ben, en pratique, ça se peut que ça brasse des émotions des gens qui fument. Puis ça, je vous dirais, par contre, qu'il ne faut pas le faire brutalement. Hein? Ça se prépare en amont. Oui. Tu n'arrives pas avec une résolution un soir comme ça, dire, à partir de la semaine prochaine, il n'y a plus personne qui fume ici. Ça risque d'affecter le climat social d'une copropriété. Ouais, ça se prépare, parce que même ceux qui ne fument pas, comme vous le disiez tout à l'heure, même les propriétaires non-fumeurs pourraient craindre une limite dans leur capacité à vendre leur appartement. Oui, c'est ça. Ils diraient, je limite le nombre d'acheteurs potentiels. Voilà. Aujourd'hui, dans un marché qui est un peu surexcité en matière de propriété, c'est peut-être pas une grosse préoccupation, mais imaginons qu'on serait dans un marché favorable aux acheteurs, puis vous avez plusieurs unités à vendre dans une copropriété. Peut-être que vous pourriez vous perdre, dans le fond, une transaction parce qu'on avait quelqu'un qui aimait votre appartement, mais qui, à partir du moment où il apprend qu'on ne peut pas fumer, il va peut-être dire, je n'achèterai pas là. Ouais. Alors, il y a toujours deux côtés de médaille dans ce domaine-là. M. Jolicoeur, rapidement, parce qu'il nous reste 3 minutes. Là. Nouvelle copropriété construite en 2020. Notre déclaration de copropriété interdit le cannabis dans les parties privatives, mais ne parle pas de cigarettes ou de vapoteuses. Peut-on prendre pour acquis que c'est inclus dans l'article où on doit amender et mentionner la cigarette, le cigare et tous les autres produits issus du tabac? Non. Le cannabis, c'est autre chose. Un autre type de produit, c'est autre chose que le tabac. Ouais. C'est autre chose, effectivement. Donc, en terminant, juste vous dire que j'étais fumeur. Il y a très longtemps, j'ai arrêté de fumer et j'ai arrêté du jour au lendemain, mais il y a eu 3 tentatives préalables, 3 tentatives avant et j'ai rechuté et j'ai cessé de fumer à la 4e tentative pour de bon, et ça fait très longtemps. Et c'est une décision que je n'ai jamais regrettée. Je ne sais pas si parmi vous ici, il y a des ex-fumeurs, mais bon, bref, est-ce que c'est le cas ou il y a des gens qui fumaient parmi vous? Valérie, vous fumiez et vous avez cessé du jour au lendemain ou il y a eu plusieurs tentatives? Pas mal du jour au lendemain, mais ça ne faisait pas des années. Ça faisait peut-être 5 ans que je fumais la cigarette, mais ça a été travailler de nuit puis fumer plusieurs cigarettes, ça a été assez assez intense. C'est assez intense, hein? Je veux dire, je me souviens d'une certaine époque où on pouvait fumer dans les classes à l'université, dans les salles, dans les auditoriums, dans les salles de cours. Et d'ailleurs, dans les années 70, même jusqu'au début des années 80, c'était comment? Dans les avions. Dans les avions, effectivement. On pouvait fumer dans les avions, effectivement. À l'hôpital aussi. Et les pharmacies vendaient des cigarettes. Vous vous souvenez de ça, ces pharmacies qui vendaient des cigarettes. Maintenant, les pharmacies ne vendent plus de cigarettes, effectivement. Donc, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. 19h59, c'est la fin. Merci d'avoir été là. Merci infiniment à Dominique Claveau, directrice pour la prévention, directrice de la prévention au Conseil québécois sur le tabac et la santé. Merci, Dominique, d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Mathilde Jolicoeur, avocat émérite en droit de la copropriété. Merci beaucoup, Valérie Couture, gestionnaire, fondatrice de Condo Stratégie. On se retrouve la semaine prochaine et on revient à l'horaire habituel, mercredi 19h, en direct sur la page Facebook de condolégal.com. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir. Bonne soirée à tous. Merci, Mme Claveau. Merci. Bonjour, Valérie. Bonne soirée. Au revoir.